Du coup, bonjour à vous. Donc, moi, je suis Sylvain Laurenceau, je suis le directeur de la direction économie et ressources au CSTB, qui est une nouvelle direction qui a été créée l'année dernière, qui est composée du coup de deux équipes. Une équipe qui va travailler plutôt sur les enjeux d'économie circulaire et d'analyse de filière, et une équipe qui va travailler plutôt sur les enjeux d'analyse économique et de dynamique de parc. Essayer de comprendre les dynamiques de parc. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet spécifique qui est plutôt sur l'économie circulaire, avec EcoScale, qui est une nouvelle évaluation qu'on a lancée il y a 2 mois. On est historiquement connu sur des sujets plutôt techniques au CSTB. Donc là, on lance une évaluation qui vise notamment à ouvrir le périmètre des paramètres qu'on analyse au travers, du coup, notamment de l'environnement et de l'économie circulaire. Donc pourquoi déjà on fait ça? Déjà quelques éléments de contexte. Bon, c'est des rappels, hein. Je pense que je vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, on sait que le secteur du bâtiment, en haut à droite, c'est un des principaux émetteurs de CO2, avec des objectifs de réduction qui sont énormes. Si vous regardez la partie de droite, là, plutôt en bleu, c'est ce qui est lié aux produits, équipements, matériaux de construction. Donc ça représente quand même, on estime à peu près 1/3 du total des émissions. Donc on ne va pas pouvoir faire de la décarbonation du secteur sans toucher aux produits, équipements, matériaux de construction. Et donc pour réduire le carbone, l'économie circulaire est une des solutions. Si vous regardez en bas à gauche, du coup vous avez plutôt la vision déchets. Le secteur du bâtiment, c'est à peu près 45 millions de tonnes de déchets. Il faut savoir que les déchets ménagers, c'est à peu près 30 millions de tonnes. Donc on est, rien que dans le bâtiment, on a 50% de plus. En termes de production de déchets, on voit tout ce qu'on a fait sur les déchets ménagers. Sur la partie bâtiment, jusqu'il y a quelques années, on y allait doucement, on va dire. Donc les enjeux sont quand même énormes. En bas à droite, il y a la question des pénuries de matière. On sent que, principalement là, avec la crise Covid et la guerre en Ukraine, il y a eu des problématiques d'approvisionnement. Donc on voit que ça risque d'être quand même un peu moins fluide en termes de chaîne d'approvisionnement dans le futur. Donc on a vu apparaître un certain nombre de pénuries. Et puis ensuite, en haut à gauche, c'est un sujet emploi. Donc ça, c'est une stat qui vient plutôt des déchets ménagers, mais qui dit qu'en gros, si on incinère, on crée à peu près, de mémoire, un emploi pour 10 000 tonnes de déchets traités. Si on les recycle, il y a 30 fois plus de création d'emplois. Et si on le réemploie, on en a plusieurs centaines. Donc on voit l'impact que ça peut avoir aussi sur l'emploi, et notamment sur l'emploi non délocalisable. Donc pour toutes ces questions, pour tous ces enjeux, en fait, l'économie circulaire, il y a un mouvement de fond pour du coup la massifier, la renforcer. Ça, c'est un schéma qui reprend un petit peu les différents textes qui sont parus depuis à peu près une dizaine d'années. L'idée, c'est pas forcément de le retenir par cœur, c'est plutôt de se dire que ça bouge un peu à toutes les échelles. Ça bouge au niveau local. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place, notamment au niveau des métropoles avec des chartes économie circulaire. Ça bouge au niveau français, avec de la réglementation, de la législation, la loi Elan, la loi AGEC, où on voit que ça débouche du coup sur la mise en place de la filière REP ou la mise en place du diagnostic PEMD. Et puis ça bouge après derrière aussi au niveau européen, mondial, notamment au niveau normatif, notamment au niveau du règlement produit de construction. Donc ça bouge globalement à toutes les échelles. Donc il y a un véritable engouement pour renforcer cette notion d'économie circulaire, de recyclage, de réemploi. Sauf que ce qu'on constate, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on est du coup sur un contexte très dynamique, notamment au niveau, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la mise en place de la filière REP au début 2023, il y a le diagnostic PEMD qui se met en place lui aussi progressivement à peu près dans la même temporalité, il y a un certain nombre de textes européens qui font que ça bouge aussi là-dessus. Maintenant, ce qu'on constate sur les filières actuelles de recyclage de réemploi, c'est qu'on a concrètement un modèle économique qui est souvent assez délicat et équilibré. Déjà parce que le ratio entre coût de la main-d'œuvre et coût de la matière a fortement progressé du coup ces dernières décennies, ces derniers siècles. L'image de droite, là, justement, c'est pour montrer un peu les changements qu'il y a eu. C'est un appel d'offres de la fin du XVIIIe siècle pour dire qu'on va démolir un bâtiment. Et donc, à l'époque, quand on démolissait les bâtiments, on lançait des marchés. Donc les gens payaient pour avoir le droit de déconstruire les bâtiments et pour avoir le droit d'avoir accès du coup, à la ressource que constituent ces bâtiments. On voit que du coup, avec, dans les évolutions derrière, ça a quand même
pas mal changé, et ça, quelque part, c'est une forme de parenthèse de l'histoire. C'est 200 ans sur plusieurs siècles, sur plusieurs millénaires. Donc on sent qu'il y a quand même un certain nombre de paramètres qui font que voilà, cette balance est en train d'évoluer aussi. Et puis, donc ça c'est quelque chose d'assez structurel. Après il y a aussi le fait qu'on n'a pas forcément pensé à la déconstruction quand on a construit. Donc la séparation est parfois délicate. Si les éléments sont collés avec de la colle qui est extrêmement complexe du coup à désassembler, bah voilà, la dépose sélective, la dépose préservante, tous ces éléments-là sont quand même beaucoup plus difficiles. Et puis, autre sujet, c'est que on a aussi du mal à reconstituer de l'information. Aujourd'hui, quand on démolit, qu'on rénove un bâtiment, on repaye un diagnostic amiante, un diagnostic plomb, un diagnostic déchets, un inventaire ressources. Voilà, on repaye tout un tas de diagnostics pour reconstituer de l'information qui, à un moment donné, a été créée, a existé, qui a été créée de manière un peu gratuite et qu'on n'a juste pas capitalisé. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de repayer tout un tas de diagnostics. Donc, on a vraiment ces possibilités-là. Et donc, quelque part, au travers d'un travail sur l'éco-conception, on peut vraiment faciliter la capitalisation d'informations, la séparabilité, l'identification des nouvelles filières. Et donc, on peut vraiment aider en fait à la structuration et au renforcement de ces filières. Et donc, il faut travailler sur les filières actuelles, aller vers plus de réemploi, travailler notamment sur la question technique, sur les questions d'assurabilité. Il faut mettre en place des filières de recyclage. Tout ça, c'est la REP qui va notamment aider à structurer tout ça. Mais il faut aussi beaucoup travailler sur l'éco-conception pour faire en sorte que ce soit des choses qui soient de plus en plus faciles à mettre en place. Et donc ça, c'est tout le contexte du lancement et de la création d'EcoScale. Donc on s'est dit qu'il y a clairement un besoin, enfin c'est pas vraiment il y a eu un travail d'échange avec un certain nombre d'acteurs de la filière, que ce soit plutôt des industriels du côté production de produits, ou plutôt des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre sur la partie demande. Et le constat était quand même assez clair, il y a besoin d'avoir une information sur la circularité pour faire les bons choix. Il y a besoin de pouvoir mettre en avant, de pouvoir bien choisir les produits les plus circulaires. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'économie circulaire sans que ce soit forcément cadré. Donc chacun dit un peu ce qu'il veut, nourrit son discours commercial un peu comme il veut. Et donc il y avait aussi un besoin d'avoir une information claire, robuste, détaillée et fiable. Et c'est là où, quelque part, le CSTB, en tant que tierce partie indépendante, joue son rôle pour apporter de l'information fiable, crédible et tierce partie et complète sur les produits et équipements de construction. Donc ça, c'est la genèse du coup d'EcoScale. Alors EcoScale, c'est quoi concrètement? Donc c'est, comme je le disais, c'est une évaluation environnementale de la circularité. Donc c'est complémentaire quelque part par rapport à ce qui existe sur les FDES, notamment autour des critères carbone et autres. C'est complémentaire à tout ce qui va concerner la justification technique d'aptitude à l'emploi. C'est vraiment un focus sur la notion d'économie circulaire. Et du coup, ce qu'on a cherché à faire, c'est de trouver le bon équilibre entre d'avoir quelque chose de fiable et d'exhaustif d'un côté, et en même temps de relativement simple et lisible de l'autre. Donc, ce qui fait qu'on a abouti donc, au travers de travaux qui ont impliqué un comité de suivi pendant plusieurs années, qui était composé d'une trentaine d'acteurs, au développement de 4 indicateurs qui vont couvrir l'ensemble du cycle de vie. Il y a un premier indicateur qui est les entrants, donc qui couvre le contenu en matière recyclée et renouvelable. Il y a 2 indicateurs qui sont plutôt liés à l'allongement de la durée d'utilisation, avec un indicateur de démontabilité et un indicateur de potentiel de réemploi. Et puis ensuite, en fin de vie, on a un indicateur qui vient caractériser la recyclabilité du produit et faire en sorte qu'il a été bien conçu et optimisé pour intégrer les filières de recyclage. Alors juste un petit rappel, qu'est-ce qu'on entend exactement par réemploi, réutilisation, recyclage? Donc si on prend l'exemple d'une porte, qui est un produit neuf mis sur le marché, donc qui a un premier usage, ensuite on le dépose. Là, il y a plusieurs options. Soit on prend cette porte, on la dépose, on la requalifie si besoin, on la remet en œuvre dans un autre bâtiment. Donc là, on est vraiment sur un sujet de réemploi. Soit on détourne l'usage, et par exemple, on en fait une table. Dans ces cas-là, on est dans une logique de réutilisation.
soit on est plus dans une logique où on va la réduire en copeaux de bois et ensuite refaire par exemple des panneaux de particules avec. Donc là, on est dans une logique de recyclage. Donc on a voilà, ces indicateurs-là qui viennent du coup caractériser chacun des produits, équipements de construction. Et pour arriver à faire quelque chose de fiable et de robuste, le calcul et l'analyse de ces indicateurs, elle est basée sur 17 critères qui vont du coup spécifier, si je prends par exemple l'indicateur de démontabilité, on va regarder la nature des connexions, l'accessibilité des connexions, est-ce que c'est des connexions qui peuvent être démontées avec des outils qui sont relativement simples et répandus dans les filières de dépose existantes. Est-ce que l'industriel a mis aussi à disposition un certain nombre d'éléments qui vont faciliter du coup le démontage? Voilà, c'est le genre de critères on va pouvoir regarder, et donc ça couvre un ensemble de performances, notamment techniques, notamment sanitaires, notamment sur les relations avec les filières existantes, pour avoir cette approche la plus large et la plus complète de l'économie circulaire. Et donc c'est aussi là où, quelque part, la multidisciplinarité du CSTB est un atout pour arriver à avoir cette approche assez large de la notion d'économie circulaire. Donc ça, c'est quelque part nos critères et nos indicateurs. Et ensuite, on a un peu une double lecture autour de ça. Premièrement, du coup, sur chacun de ces indicateurs, les produits et équipements sont notés de manière relativement claire et lisible. L'idée, c'est de pouvoir apporter derrière une information facilement digeste pour la demande, notamment pour la maîtrise neuve, notamment pour la maîtrise d'ouvrage, pour être capable après derrière d'appréhender facilement la circularité des produits, équipements, sachant que l'idée, c'est pas d'avoir un indicateur unique, mais bien que chacune des thématiques soit évaluée avec un indicateur qui lui est propre. Alors, concrètement, où on en est aujourd'hui, EcoScale, comme je le disais, en fait, il peut se déployer sur l'ensemble, a priori, sur l'ensemble des produits et équipements de construction. Après, donc ça, c'est le potentiel, sachant que nous, du coup, derrière notre objectif, c'est d'y aller aussi de manière un peu progressive. On ne va pas forcément tout traiter d'un coup, ce serait compliqué, ne serait-ce qu'en termes de moyens humains nécessaires pour arriver à décliner sur l'ensemble des familles de produits. On l'a déjà déployé sur 7 familles de produits, et après on l'élargit ensuite derrière sur des nouvelles familles de produits, des nouvelles familles d'équipements. Donc là, c'est les 7 familles de produits. Il y a voilà, les revêtements de sol, les bardages, les menuiseries, les isolants, mais également du coup tout ce qui va être plafond suspendu, cloisons et éléments de couverture. Et donc derrière, on a du coup fait tout un travail d'expertise pour analyser les différents types de produits ou les différents types de matières qui étaient utilisées dans ces produits, les différents types d'assemblages qu'on avait, pour avoir du coup un certain nombre de ce qu'on a appelé produits types. Donc par exemple sur le revêtement de sol, voilà, il y en a 68, et qui viennent couvrir quelque part l'ensemble des types de solutions constructives qu'on peut retrouver sur les revêtements de sol. On l'a décliné du coup sur l'ensemble des familles que je vous présente, et puis derrière on a ensuite une déclinaison progressive qui se fait plutôt sur des produits industriels qui sont aussi progressivement déployés. Ensuite, comment est-ce que ça se... Donc ça, c'est la manière dont ça se matérialise. Donc ça peut se matérialiser aussi par quelque part un QR code, par un affichage relativement simple qu'on pourra intégrer directement sur les produits. Et puis ça se matérialise aussi par une base de données dans laquelle on va pouvoir capitaliser l'ensemble du coup des informations qu'on va avoir sur les différentes familles de produits, sur les différents produits industriels qu'on a développés. Voilà. Donc on a vraiment cette logique un petit peu de double niveau, plutôt du coup par rapport aux industriels, pour pouvoir mettre en avant les performances, pour pouvoir identifier les marges de manœuvre en termes d'éco-conception et de renforcement de l'économie circulaire, et puis une logique aussi de capitalisation dans une base de données pour donner de la visibilité à cette information et pouvoir aller la chercher plus facilement, pour pouvoir l'intégrer plus facilement dans des cahiers des charges, dans des ouvrages, et aller chercher simplement ces informations-là. Donc voilà où on en est sur le lancement de comme je le disais, de cette évaluation environnementale. Donc l'objectif, clairement, c'est d'être capable d'apporter une information fiable, robuste et complète sur la notion de circularité, sur
sur les produits et équipements et de mettre aussi en avant cette information pour qu'elle puisse ensuite servir comme critère progressivement, du coup, comme critère de choix pour la maîtrise d'ouvrage, pour la maîtrise d'œuvre, pour qu'on aille vers une logique de bâtiments de plus en plus circulaire et dans une logique après derrière de passeport matériaux et de passeport produit. Voilà, j'en ai fini. Je pense que le timing est à peu près respecté. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir le temps aussi de répondre à un certain nombre de questions que vous pourriez vous poser. Bonne question. Il y a la notion de durée de vie, il y a même donc, la durabilité, c'est un des 17, alors je n'ai pas mis en annexe là, les différents critères, mais la durabilité, c'est un des critères qu'on analyse. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en a fait un critère et pas un indicateur à part entière? En fait, on aimerait potentiellement arriver à en faire un indicateur à part entière. Sauf qu'aujourd'hui, le niveau de connaissance scientifique sur la notion de durabilité, il a besoin de progresser. On a besoin de renforcer les connaissances pour savoir ce qui fait la durabilité réelle d'un produit ou d'un équipement. Et donc, il y a tout un travail un peu de recherche en amont pour mieux caractériser ce paramètre-là. Donc, on a lancé, du coup, on a intégré la logique qu'on a mis en place, c'est qu'on a intégré cette notion de durabilité comme un critère, notamment pour regarder la notion de réemploi ou de potentiel de réemploi. Et on a lancé en parallèle des travaux de recherche autour de cette notion de durabilité pour pouvoir affiner, renforcer, mieux comprendre ce qui fait la durée de vie qu'on peut avoir au niveau technique, la durée de vie réelle en œuvre dans les ouvrages et essayer d'affiner justement cette notion-là. Donc j'espère que dans le futur, on pourra potentiellement faire un indicateur à part entière. Oui. Est-ce qu'il y a une autre notion d'évolutivité du produit? Je m'explique. J'ai une façade avec un panneau et j'ai envie de lui changer son aspect, de lui changer ses performances dans le temps, de s'adapter à des réglementations thermiques plus tard. Donc cette notion d'évolutivité, est-ce qu'elle rentre dans cette évaluation? Par notion d'évolutivité, c'est de dire qu'il y a une forme d'obsolescence d'usage sur certains produits plus que sur d'autres? Ouais. Alors, pas dans cette notion-là, pas dans les travaux actuels. Parce que quelque part, ça dépend beaucoup aussi de la typologie de maître d'ouvrage. Et donc, ça dépend plutôt de l'utilisation derrière, enfin de la stratégie après de gestion patrimoniale. Et quelque part, c'est indépendant. Enfin, c'est deux questions qui, à la fin, se rejoignent. Mais là, l'objectif était vraiment d'apporter de l'information claire, robuste, qui permette ensuite d'optimiser justement cette logique de gestion de patrimoine. Donc j'espère qu'ensuite on arrivera à faire recouper les deux pour que ça puisse se renforcer, quoi. Comme je suis devant, on l'entendra. Est-ce que les produits référencés EcoScale risquent d'avoir un problème à terme en termes de coût largement supérieur que les produits classiques éventuellement? On peut éviter le phénomène qui s'est passé dans la filière bio, par exemple, dans le marché de la consommation et de la production agricole. Alors, c'est dur à dire. Il y a un peu deux choses. Alors, d'une part, ça voudrait dire que c'est devenu quelque chose de particulièrement structurant pour le secteur, et ça, clairement, c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, est-ce qu'il pourrait y avoir une vraie différence entre les deux? J'ai pas forcément de boule de cristal. J'aurais tendance à dire quand même que d'une part, on a 4 indicateurs qui sont évalués. Du coup, chaque produit ou chaque équipement, il y en a qui ont des forces sur l'intégration de matières recyclées, d'autres sur la partie plus renouvelable, d'autres sur d'autres sur la durabilité, d'autres sur la capacité de réemploi. Enfin bref, chacun a un peu ses armes quelque part. Donc il y a déjà ce premier paramètre. Et puis le deuxième, il y a aussi beaucoup de typologies de produits, beaucoup de manières de faire.
Je ne saurais pas directement répondre à cette question. Ce qu'on constate en tout cas aujourd'hui, c'est que dans une même famille de produits, il peut y avoir plusieurs produits qui répondent aux mêmes exigences techniques, qui ont à peu près le même impact carbone, mais qu'en termes de circularité, on n'a pas du tout la même chose. Ils peuvent valoir à peu près le même coût. Est-ce que, à partir du moment où cette notion de circularité est mise en avant, il y aura une augmentation du prix? Je saurais pas vous dire exactement, quoi. Recycler coûte, alors ça dépend des matières. Les métaux, par exemple, se recyclent très bien, notamment parce que le modèle économique est là. Et puis il y a un sujet sur les modèles économiques du recyclage, c'est la mise en place de la filière REP, où on passe d'une logique quand même, on passe à une logique de financement des filières de recyclage par les metteurs sur le marché. Et donc, ce qui devrait à un moment donné réduire, ou en tout cas simplifier en tout cas les modèles économiques du recyclage, et donc contribuer à faire en sorte qu'on ait cet équilibre-là. Après, sur l'évolution du coût des matières premières, ça aussi c'est c'est quand même un gros sujet. On a d'ailleurs lancé une démarche de prospective sur l'économie circulaire là, à la fin du mois de mai. Et cette notion de disponibilité des matières premières et de coût des matières premières, et d'essayer de voir comment est-ce que les modèles économiques matière vierge versus matière recyclée pourraient s'inverser, et si oui, dans quelle temporalité, sur quelle matière, qui devrait du coup apporter des éléments là-dessus. Oui, bonjour. Vous avez évoqué 4 indicateurs. Est-ce que vous avez prévu potentiellement d'en intégrer d'autres à EcoScale? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on lance 4 indicateurs. Ensuite, donc ça rejoint le sujet autour de la durabilité. Il y a des sujets je pense à la durabilité, je pense aux performances sanitaires, où il y a besoin de renforcer, de travailler ces indicateurs-là. On ne s'interdit clairement pas de pouvoir rajouter d'autres indicateurs, que ce soit des indicateurs qui sont plutôt toujours dans le domaine de l'évaluation environnementale, pourquoi pas rattacher aussi un sujet carbone à un moment donné, mais également, et pourquoi pas, des indicateurs qui sont plutôt liés aux critères ESG ou RSE, et ça dépendra aussi de la manière dont quelque part de la réaction qu'il y aura, parce que là, comme je le disais, on a 7 familles de produits, on le déploie progressivement sur des nouvelles familles de produits ou équipements. Le choix de la hiérarchisation des familles par lesquelles on avance, ça va dépendre aussi des retours qu'on a et de l'intérêt qu'on a. De la même manière, les développements de nouveaux indicateurs dépendront des besoins aussi qui seront exprimés progressivement pour pouvoir après derrière les déployer. Mais oui, clairement, on ne s'interdit pas de l'élargir progressivement, et c'est bien ce qu'on cherche à faire, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé, comme je le disais, là, d'autres travaux de recherche en parallèle pour lever les verrous scientifiques, pour qu'on puisse avoir cet indicateur fiable et qui permet du coup d'apporter une information claire. Ce qui me paraît important, c'est de ne pas rester dans les silos. Parce que quand on fait, je suis architecte, donc quand on fait nos choix, il ne faut pas qu'on ait un silo carbone, un silo performance, un silo EcoScale, enfin économie circulaire, etc. Et il faut essayer de trouver une façon d'apprécier qui soit un peu transversale, et qu'on n'ait pas à chercher à chaque fois dans des bases de données différentes les éléments dont on a besoin. C'est c'est aussi une bonne remarque, et ça rejoint l'enjeu global derrière de passeports matériaux, de capitalisation de l'information, de traçabilité et autres. Ça, c'est un chantier aussi. Alors pour le coup, ça demande ça demande pas mal de travaux en interne, mais au CSTB, on a beaucoup d'activités d'évaluation ou de certification sur la partie performance technique. De la même manière, on disait, il y a des sujets autour du carbone. Et donc, voilà, là, on lance ces nouveaux indicateurs, et avec pour objectif d'en intégrer d'autres progressivement, de faire le lien avec la partie carbone et de faire le lien avec la partie plutôt performance technique. Ça, c'est des choses aussi qu'on pourra mettre en place progressivement. Voilà, quelque part, c'est que le début
d'une nouvelle aventure pour aller justement vers une évaluation qui soit multicritère, qui soit plus large et qui permette de capitaliser aussi l'information dans le temps, quoi. Merci. Est-ce que vous pensez que cette évaluation pourrait être pertinente, pourrait être couplée peut-être à l'échelle de la certification des ouvrages en eux-mêmes? Alors oui, il y a comme dans le lien produit-ouvrage, il est clair, il est important. Ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur la partie ouvrage, il y a une intégration de l'économie circulaire, que ce soit dans les certifications HQE, mais aussi également sur d'autres types de certifications qui existent à l'échelle ouvrage. On a vraiment ce sujet de l'économie circulaire qui est intégré progressivement, qui est renforcé, où il y a un certain nombre de critères qui sont plutôt des exigences de moyens, et EcoScale permet déjà de répondre avec tout l'intérêt d'avoir une information un peu fiable, crédible et qui est un peu la même pour tout le monde, pourrait répondre à un certain nombre de ces critères-là et puis potentiellement passer progressivement à une approche plus performantielle. Donc oui, il y a des liens à faire et on est en train d'y réfléchir. Merci à vous et puis donc n'hésitez pas.